ravi de vous retrouver pour cette édition du Monde en direct. Voici le sommaire. Les autorités marocaines ont attribué la crise migratoire survenue la semaine dernière à Ceuta à une désinformation concernant la réglementation espagnole en matière d'immigration. Dans cette session d'information, on s'y intéressera. L'Égypte accélère son virage stratégique vers des architectures monétaires alternatives. Pour ce faire, elle augmente notamment de manière significative son volume de transactions sur le système panafricain de paiement et de règlement afin de minimiser son exposition systémique aux pénuries de devises étrangères. Plusieurs étudiants guinéens ont reçu mardi des mains de l'ambassadeur de Chine à Conakry leur lettre d'admission dans des universités chinoises. Ces étudiants poursuivront pendant 4 ans les études dans plusieurs filières techniques en Chine dans le cadre des bourses offertes par le gouvernement chinois. Voilà pour les titres. Restez avec nous pour les détails. À la une de cette édition, 20 étudiants guinéens ont reçu des mains de l'ambassadeur de Chine à Conakry mardi leur lettre d'admission dans des universités chinoises. Ces étudiants poursuivront pendant 4 ans des études dans plusieurs filières techniques en Chine dans le cadre des bourses offertes par le gouvernement chinois. Les détails. Le siège de l'ambassade de Chine à Conakry a servi de cadre à cette cérémonie officielle de départ des 20 étudiants guinéens pour la Chine, où ils séjourneront pendant 4 ans afin de poursuivre des études supérieures approfondies. Ils sont bénéficiaires des bourses d'études accordées à la Guinée par le gouvernement chinois au titre de l'année universitaire 2026-2027. Pour l'ambassadeur de la République, je suis convaincu que votre séjour d'études sera une occasion précieuse de connaître la Chine, de la comprendre et de mieux la découvrir. La Guinée et la Chine entretiennent une amitié traditionnelle. La Guinée est le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir des relations diplomatiques avec la Chine nouvelle. La Chine est un véritable ami et un véritable frère de la Guinée. Nos deux pays ont toujours adhéré au principe du respect mutuel, avançant main dans la main face aux défis, comme sur la voie du développement. Constitue donc un véritable motif d'espoir. Les autorités les invitent à contribuer au développement de la Guinée. À votre retour, la Guinée aura besoin de vos compétences pour poursuivre son développement, singulièrement dans les domaines couverts par la coopération sino-guinéenne, qu'il s'agisse des infrastructures, des transports, de l'industrie ou du commerce. Pour les boursiers guinéens, partir en Chine afin d'acquérir des connaissances et revenir contre. En acceptant ces bourses d'études, ils s'engagent également à contribuer au renforcement des relations sino-guinéennes. Nous apprêtons à rejoindre les universités chinoises. Nous prenons l'engagement de faire preuve de sérieux, de discipline et d'excellence. Nous serons des étudiants exemplaires, mais également des ambassadeurs de la Guinée, respectueux des valeurs de notre nation et de celles du pays qui nous accueille. À notre retour, nous mettrons les connaissances et les compétences acquises au service du développement de notre pays. Patrimoine culturel, civil, historique comorienne viennent d'être inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale consacre la richesse architecturale, historique et culturelle des anciennes cités sultanales comoriennes. Les images. Cette reconnaissance concerne civil historique de l'archipel Moroni, capitale de l'Union des Comores, avec notamment sa médina ancienne et son ancien palais royal, ainsi qu'Itsandamjini, Tsujini et Ikoni sur l'île de Ngazidja. En juin, elle concerne Moutsamoudou, la deuxième ville des Comores et d'Oumouni. Ces sites deviennent ainsi les premiers biens comoriens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Cette dynamique peut aussi favoriser de nouveaux partenariats avec les différents partenaires, en l'occurrence l'UNESCO, l'ICOMOS, l'ICROM, l'Union africaine et les autres. Donc sur le plan également économique, l'objectif de l'inscription des Médina des Sultanats historiques des Comores devrait permettre de faire de ces ressources un vecteur de développement culturel, touristique et économique, créatrice d'emplois et de revenus. La démarche d'inscription a commencé en 2004. Après 3 années de travail, le dossier a été inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial. Au total, le civil historique reconnu regroupe environ 150 bâtiments patrimoniaux, parmi lesquels figurent d'anciens palais royaux et plusieurs édifices témoignant de la richesse historique et culturelle de l'archipel. D'abord, il faut dire que le classement de ces cités sultanales au patrimoine de l'UNESCO n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un point de départ. C'est un point de départ parce que maintenant que que ces sites-là ont été classés, il va falloir mettre en place des plans de gestion pour la conservation. Ça nous permet de bénéficier des mécanismes de financement au niveau international par rapport à l'UNESCO. Ça nous fait une publicité qui va attirer des touristes. Le label qu'on vient d'avoir n'est pas une fin en soi. Il faut beaucoup travailler. L'inscription de ces villes historiques marque une nouvelle étape pour les Comores. Au-delà de la reconnaissance culturelle, elle ouvre également de nouvelles perspectives pour valoriser les patrimoines, développer le tourisme et renforcer l'attractivité de l'archipel sur la scène internationale. Et puis récemment, une célébration a eu lieu à Lusaka, capitale de la Zambie, pour commémorer le 50e anniversaire de la mise en service du chemin de fer Tazara. Près de 200 personnes étaient présentes, parmi lesquelles Han Ching, ambassadeur de Chine en Zambie. Reportage. Près de 200 personnes étaient présentes, parmi lesquelles Han Jing, ambassadeur de Chine en Zambie, le secrétaire permanent par intérim du ministère zambien des Transports et de la Logistique, le haut-commissaire de Tanzanie en Zambie, ainsi que des représentants des gouvernements, des entreprises et des employés de longue date du Tazara. L'événement a permis de célébrer cet anniversaire de diverses manières et de rendre hommage aux employés qui ont contribué de façon exceptionnelle au succès du Tazara. Cette année marque le 50e anniversaire de la mise en service du chemin de fer Tazara. Depuis un demi-siècle, le Tazara joue un rôle essentiel dans le développement économique et commercial de l'Afrique australe et est affectueusement surnommé par les populations riveraines la route de la liberté, la route de l'amitié et la route du développement. Pour revitaliser le Tazara, les gouvernements de la Chine, de la Tanzanie et de la Zambie ont activement promu le projet de revitalisation et publié une déclaration commune visant à construire conjointement une zone de prospérité le long du Tazara. Bruno Chingandu, directeur général du Tazara, a déclaré lors d'une interview que la revitalisation du chemin de fer Tazara faciliterait la mise en œuvre réussie de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un excellent catalyseur pour l'accord de libre-échange africain. Cet accord ne pourra aboutir que si les infrastructures de transport sont renforcées. Et c'est précisément ce qu'apportera le Tazara, notamment après la mise en concession du Tazara et la remise en état de la ligne. Nous considérons que le Tazara jouera un rôle majeur dans la mise en œuvre de l'accord de libre-échange africain. Et nous poursuivons cette session d'information des étudiants, enseignants, représentants du gouvernement burundais et anciens diplômés des universités chinoises se sont réunis mercredi à Bujumbura, soulignant l'importance de la coopération universitaire, du développement des compétences et des échanges académiques face aux défis d'un monde en pleine transformation. Reportage assure. Placé sous le thème « La jeunesse, force motrice dans un monde en mutation ». Cette rencontre a mis en avant le rôle des jeunes dans le renforcement des relations entre les deux pays. Former les compétences de demain, c'est l'ambition des bourses d'études chinoises au Burundi. À travers les témoignages d'anciens étudiants et d'universités, les savoir-faire acquis en Chine renforcent l'innovation et le développement du pays, tout en inspirant une nouvelle génération de jeunes burundais. L'utilisation des données
numérique comme compétence parce que la Chine est tellement avancée dans l'utilisation des données numériques, surtout dans mon domaine. Je suis un expert en économie agricole. Donc, deuxième compétence, c'est le développement de capacités. Donc, la manière dont résoudre, de faire face à un problème et de savoir comment résoudre progressivement, sans toutefois oublier le système stratégique de la résolution des problèmes. Dernièrement, c'est la capacité à s'adapter à un environnement international et multiculturel. Les anciens étudiants formés en Chine mettent leurs compétences, leur esprit d'innovation et leur leadership au service du développement du Burundi. Leur parcours illustre l'importance d'une coopération universitaire sino-burundaise renforcée pour former les compétences dont le pays a besoin dans les secteurs stratégiques. Jeunes diplômés des universités chinoises contribuent significativement dans presque tous les domaines au pays et sont aussi forts en matière de leadership. Parce que depuis un certain temps, on voit qu'il y a beaucoup de ceux qui ont fréquenté les universités chinoises qui occupent des postes, disons, au Burundi dans plusieurs domaines. Les bourses d'études chinoises forment une nouvelle génération de jeunes burundais qualifiés, ouverts sur le monde et engagés dans le développement de leur pays. De retour au Burundi, ces diplômés mettent leurs compétences et leurs expériences au service du renforcement de la coopération sino-burundaise et du développement national. La maîtrise de la langue et les expériences transculturelles ne sont pas de simples outils de subsistance, mais des vecteurs intellectuels permettant de surmonter les barrières entre civilisations. Et pour les jeunes sinologues et les étudiants en Chine, vous avez vécu le développement économique chinois et vous connaissez la vraie Chine. Vous êtes donc les mieux placés pour traduire l'initiative chinoise de la gouvernance mondiale, telle que le concept de la communauté d'avenir partagé, en valeurs qui résonnent chez les jeunes burundais. À travers des témoignages et des analyses, la lumière est mise sur l'impact de la coopération universitaire entre la Chine et le Burundi dans le renforcement des compétences, la formation de la main-d'œuvre et le développement du pays. Les autorités marocaines ont attribué la crise migratoire survenue la semaine dernière à Keita à une désinformation concernant la réglementation espagnole en matière d'immigration. Compte rendu. Les autorités marocaines attribuent cet afflux soudain aux récentes décisions de justice espagnole limitant le renvoi immédiat des migrants en situation irrégulière interceptés en mer. Les responsables affirment que des interprétations trompeuses de ces décisions se sont rapidement propagées sur Internet. Les interprétations erronées et les informations trompeuses entourant ces décisions ont conduit certains migrants potentiels à croire qu'ils pouvaient échapper au renvoi immédiat. Cela a contribué à l'émergence d'un mode opératoire spécifique dans les tentatives de migration irrégulière, la traversée à la nage, qui présente, selon certains migrants, davantage de chances d'échapper au rapatriement immédiat. Mais pour certains de ceux qui ont atteint Ceuta, l'espoir de trouver une voie d'accès vers l'Europe a rapidement cédé la place à des conditions de vie difficiles. Certains rapatriés affirment avoir souffert de pénuries de nourriture et d'eau, ainsi que de violences pendant leur séjour. Nous sommes rentrés chez nous parce que, une fois arrivés là-bas, ils nous ont très maltraités. Ils nous ont laissés affamés, sans nourriture ni rien. Des migrants ont été battus et agressés. Certains habitants de Ceuta, y compris des Marocains qui y vivent, étaient également impliqués. Ils nous ont traités comme si nous n'étions pas des êtres humains, comme si nous étions des insectes. Malgré ces témoignages et les dangers liés à la traversée à la nage de la frontière, certains rapatriés affirment que cette expérience n'a aucunement entamé leur détermination à rejoindre l'Europe. J'étais au travail quand quelqu'un m'a appelé pour me dire que la frontière avec Ceuta était ouverte. Je m'y suis rendu immédiatement et j'ai nagé jusqu'à atteindre le rivage. Cette nuit-là, nous avons entendu des coups de feu et vu des gens se faire attaquer à l'arme blanche et être blessés sous nos yeux. On ne pouvait pas dire si les personnes impliquées étaient uniquement des habitants de la ville ou également des Marocains vivant à Ceuta. Cela a été une expérience très difficile, mais je n'ai pas changé d'avis pour autant. Malgré ce qui s'est passé, je vais essayer de traverser à nouveau jusqu'à ce que j'y parvienne. La détermination de certains migrants à retenter leur chance montre à quel point il reste difficile pour le Maroc et l'Espagne d'endiguer les passages irréguliers clandestins malgré un renforcement des contrôles aux frontières.
Parlons à présent sécurité où les dirigeants africains se sont engagés à maintenir la mission de soutien de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Malgré des difficultés croissantes en matière de financement, ils ont convenu que l'Afrique devait assumer une grande responsabilité pour assurer la pérennité de cette mission, craignant qu'un affaiblissement de celle-ci ne permette aux extrémistes de regagner du terrain. Reportage. Depuis près de 2 décennies, les forces de l'Union africaine aident la Somalie à repousser Al-Shabaab, à sécuriser les principaux centres urbains et à renforcer la défense du pays. Mais la mission est aujourd'hui confrontée à l'un de ses plus grands défis, non pas sur le champ de bataille, mais concernant son financement. Alors que les États-Unis hésitent à s'engager à verser des fonds supplémentaires et que les partenaires européens font face à une pression financière croissante, les dirigeants réunis à Kampala ont convenu que l'Afrique devrait jouer un rôle plus important dans le financement et le maintien de la mission. Nous pouvons nous en sortir. C'est ce dont nous avons convenu lors de la séance à huis clos. La Somalie ne sera pas abandonnée à cause de certaines personnes extérieures, et nous en avons les moyens. Que les autres se retirent ou non, nous nous en sortirons quand même. Le sommet a également réaffirmé son soutien à la transition sécuritaire de la Somalie, tout en appelant à un appui prévisible et durable de la part des partenaires internationaux. L'Afrique reste pleinement engagée aux côtés de la Somalie. Le deuxième message est que nous sommes déterminés à préserver les acquis de l'OSOM et à mener une transition ordonnée, fondée sur les réalités du terrain. Et le troisième message est que nous avons l'intention de poursuivre un dialogue étroit avec tous nos partenaires afin d'obtenir un soutien prévisible, durable et conforme aux priorités définies par les Africains eux-mêmes. La sécurité n'est qu'un des problèmes auxquels la Somalie est confrontée. Il existe également une crise politique profonde, centrée sur un calendrier électoral non renouvelé, des différends constitutionnels et des tensions régionales. Même la légitimité du président somalien est remise en question, son mandat de 4 ans arrivant à échéance en mai. Cependant, Hassan Sheikh Mohamud a souligné que toutes ces questions relevaient de la Somalie elle-même et ne concernaient pas le sommet. Ce sommet était consacré à la sécurité, à la mission de l'UA en Afrique et aux problèmes financiers existants, ainsi qu'à la question d'Al-Shabaab, qui ont été très bien traitées. Mais les questions politiques relèvent de la sphère interne. Les recommandations des dirigeants vont désormais être transmises au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, puis au Conseil de sécurité des Nations unies. Le véritable test réside dans leur capacité à débloquer les fonds nécessaires pour maintenir la mission en Somalie pleinement opérationnelle. On quitte le volet sécuritaire pour parler à présent de devises étrangères où l'Égypte accélère son virage stratégique vers des architectures monétaires alternatives. Pour ce faire, elle augmente notamment de manière significative son volume de transactions sur le système panafricain de paiement et de règlement PAP-SS afin de minimiser son exposition systémique aux pénuries de devises étrangères. Les précisions. L'entreprise de Karim Ismaël fabrique du gazon artificiel et des plantes destinées au secteur immobilier et au complexe sportif et exporte vers plusieurs marchés africains. Cependant, il est confronté à des complications logistiques lorsqu'il effectue des échanges commerciaux sur le continent. Ces difficultés sont bien connues depuis des années. Nous rencontrons de nombreuses difficultés dans les transactions financières. Celles-ci passent généralement par des banques intermédiaires coûteuses situées en dehors du continent et sont libellées en dollars américains. Cela nécessite un long processus de dédouanement qui retarde considérablement de nombreux contrats et expéditions. Le système panafricain de paiement et de règlement a été conçu par l'Afreximbank pour surmonter ces problèmes et faciliter les paiements entre les pays africains en monnaie locale. La Banque centrale d'Égypte a adhéré à ce mécanisme en décembre 2024. Le PAPS n'est pas seulement un système de paiement, c'est une infrastructure numérique destinée à tous les pays africains. Le PAPS permet d'économiser environ 5 milliards de dollars en frais de transaction en contournant les banques intermédiaires étrangères. Deuxièmement, il réduit le délai de règlement des transactions à seulement 2 à 3 minutes. Ce système numérique simplifié permet d'accéder à des marchés qui ne disposent pas d'une infrastructure bancaire solide, mais surtout, il réduit la dépendance vis-à-vis des devises fortes comme le dollar américain et l'euro. Et c'est une véritable aubaine pour les entrepreneurs qui cherchent à renforcer leur présence sur les marchés africains. En tant que fabricants, exportateurs et négociants, nous attendions un tel système depuis de nombreuses années. Cela permettra d'alléger la pression sur les devises fortes. Le recours aux paiements locaux accélérera le processus de transaction et augmentera les volumes d'échanges commerciaux et d'investissement.
Il faut simplement que ce système se développe davantage, car il est pour l'instant limité à certains montants. Nous avons besoin qu'il soit disponible dans toutes les banques afin que nous puissions tous en bénéficier. Les échanges en monnaie locale profitent au budget de l'État car ils réduisent la dépendance vis-à-vis des devises fortes. Cela permettra à l'Égypte de développer ses investissements, ses échanges commerciaux et ses exportations vers les marchés africains. L'Afrique est un vaste continent inexploité, doté de ressources naturelles, de ressources humaines et d'infrastructures en plein développement. Se concentrer sur le commerce africain est un prélude à la prospérité de notre économie. Selon l'Agence nationale des statistiques CAPMAS, le commerce de l'Égypte avec l'Afrique s'élevait à 9,7 milliards de dollars en 2025. Avec une population de près de 1,5 milliard d'habitants sur le continent, le potentiel de croissance est considérable. Et pour finir, à l'occasion de l'année sino-africaine des échanges humains et culturels et du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Nigeria, un événement d'échange culturel s'est tenu à Abuja, marqué par la signature d'un accord de coopération audiovisuelle entre les deux pays. On regarde. Plus de 300 représentants de divers secteurs des deux pays ont participé à l'événement d'échange culturel sino-nigérian, notamment l'ambassadeur de Chine au Nigeria, Yudun Rai, et le secrétaire permanent du ministère nigérian des Arts, de la Culture, du Tourisme et de l'Économie créative, Abdul Karim Ozi Ibrahim. L'ambassadeur Yudun Rai a déclaré que cet événement constituait une mesure clé prise par les deux nations pour construire un avenir partagé pour l'humanité. Il a exprimé l'espoir que les deux parties approfondissent leur apprentissage mutuel et créent davantage d'œuvres littéraires et cinématographiques exceptionnelles. Le responsable nigérian, M. Ibrahim, a salué l'amitié entre les deux pays, se déclarant prêt à approfondir la coopération concrète dans des domaines tels que la coproduction cinématographique, la traduction littéraire et la formation de talents. Au cours de l'événement, le Centre des programmes de China Movie Channel a signé un accord de coopération avec l'autorité nigériane de télévision afin de mettre en place un mécanisme structuré d'échange et de coopération en matière de contenu audiovisuel. Lors du séminaire qui a suivi, des cinéastes et des écrivains chinois et nigérians ont engagé un dialogue approfondi sur le thème de la page à l'écran, le pouvoir des histoires. Les invités ont convenu que la Chine et le Nigeria présentaient une forte complémentarité en matière de littérature et de cinéma et que leur convergence insufflerait un nouvel élan à l'approfondissement des échanges culturels bilatéraux. À l'issue du séminaire, la version anglaise du film d'arts martiaux chinois Blades of the Guardians a été projetée, offrant au public nigérian une expérience cinématographique chinoise unique. Et voilà pour vous les informations à l'échelle internationale. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Bonsoir chez vous.